1, 2, 1, 2. Ok, c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour, merci, merci d'être présents ce soir. Je suis ravie de vous accueillir. Je me présente, donc je suis Laura Suzanne, je suis la directrice de la Brasserie du Digital. Voilà, on est vraiment très heureux d'accueillir la toute première édition des Nuits de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, elle est en plus inaugurée par une conférence animée par Jean-Gabriel Ganassia. Merci beaucoup de vous être rendu disponible. On est ravis de vous accueillir. Je ferai rapidement un mot sur la Brasserie du Digital pour les personnes qui rentrent dans ces locaux pour la première fois. Donc nous, on est une association avec, donc on est issu d'un partenariat public-privé et on a pour mission, pour objet en fait, d'animer la filière numérique locale. Donc on va proposer un espace de travail partagé, ce qu'on appelle un coworking, à toutes les entreprises qui travaillent aujourd'hui dans le numérique. Donc on en héberge déjà plus de 30 dans nos locaux. Et avec nos adhérents, donc aujourd'hui on a un peu plus de 50 adhérents, on va voilà, proposer, comme ce soir, des animations, des ateliers, des conférences sur les thèmes de l'innovation, du numérique, de l'entrepreneuriat, donc dédiés souvent à des publics professionnels, des fois du grand public, parfois aussi à des jeunes. Voilà. Donc voilà, je ne vous en dirai pas plus, je vais tout de suite laisser la parole à Antoine. Merci Antoine. Merci beaucoup Laura. Donc, je suis Antoine Vacavant, je suis professeur des universités à l'université Clermont-Auvergne et plus précisément ici à l'IUT. Donc c'est un vrai plaisir ce soir de tous vous accueillir pour cette première nuit de l'IA. Effectivement, c'est la première fois qu'on fait cette session sur ce thème si important aujourd'hui. Je vais juste vous montrer le programme de ce soir. Il est relativement simple. On va donc accueillir ce soir Jean-Gabriel Ganassia, qui est professeur des universités à Sorbonne Université et membre du laboratoire LIPSIS. Tout à fait. Et vous êtes actuellement président du comité d'éthique de Pôle emploi, si j'ai bien noté, tout à fait. Vous étiez président du comité d'éthique du CNRS précédemment. Voilà. Donc c'est un vrai plaisir de vous accueillir ce soir parmi nous. Vraiment, on va pouvoir apprendre beaucoup de choses sur l'historique de l'IA, sur différents courants, les définitions, etc. On va voir beaucoup de choses ce soir grâce à vous. Merci encore. Je vous laisse la parole pour environ 45 minutes, comme on a dit. Et ensuite, il y aura un moment d'échange avec les personnes présentes ce soir. Donc, je vous laisse la parole. Merci encore. Voilà, vous m'entendez ? Merci de votre invitation à faire une conférence sur l'intelligence artificielle. Donc, comme on vous l'a dit, je suis professeur d'informatique à Sorbonne Université. C'est l'ancien Université Paris 6, ce qu'on appelait Jussieu. Et donc, je poursuis mes recherches au LIP6. Moi, j'ai une double formation d'ingénieur. Ensuite, j'ai fait de l'intelligence artificielle. Et puis en cachette de mes parents, j'ai fait un peu de philosophie. C'est pour ça aussi que je me suis intéressé depuis quelques années aux questions liées à l'éthique du numérique en général. Et donc, c'est pour ça aussi, bien sûr, que j'ai été impliqué dans un certain nombre de comités d'éthique. Alors, la conférence que je vais faire ce soir, je vais la placer un peu sous les auspices de Blaise Pascal pour plusieurs raisons, pour deux raisons. Enfin, même plus, mais au moins deux raisons. La première, c'est parce que c'est l'université de Clermont, autant que je sache, quand même, donc c'est important. Puis vous savez peut-être que 2023, c'est le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal. Je suppose que vous en souvenez tous, bien sûr. Et une autre raison pour laquelle je voulais parler de Blaise Pascal, c'est parce qu'on parle d'intelligence artificielle, on parle d'ordinateur, bien sûr. Et vous savez que Blaise Pascal est le premier à avoir réalisé une machine arithmétique. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'il l'a réalisé à 19 ans. Pour aider son père, qui était un haut fonctionnaire chargé de collecter l'impôt et qui avait énormément d'opérations à faire. Et cette machine arithmétique, il l'a faite avec c'est d'abord un mathématicien, Pascal, avant d'être un philosophe, avec ses connaissances d'abord en arithmétique, ensuite en géométrie, et puis en physique, parce que c'est quand même assez difficile à réaliser. Il y a beaucoup d'astuces, j'ai un peu regardé comment c'était fait. Et puis, en plus de ça, il a fait appel à des artisans pour la fabriquer, ce qui n'était pas vraiment facile. Et il y est arrivé, ce qui est quand même très, très impressionnant. Mais
L'autre raison pour laquelle je voulais parler de Blaise Pascal, c'est parce que non seulement il a réalisé cette machine, mais il s'est demandé qu'est-ce que ça veut dire qu'une machine qui fait des opérations qui sont plus complexes que ce qu'un animal est capable de faire. Et il a cette phrase que j'ai trouvée en relisant des textes dessus, hein, il dit « La machine arithmétique fait des effets qui approchent plus de la pensée que tout ce que font les animaux. Mais elle ne fait rien qui puisse faire dire qu'elle a de la volonté comme les animaux. » Et je crois qu'il faut avoir en tête cette réflexion de Blaise Pascal parce qu'elle a toujours une pertinence aujourd'hui, avec ce qu'on dit sur l'intelligence artificielle, les craintes qu'on peut avoir, hein, les machines n'ont pas de volonté, quoi qu'il arrive. Hein, et je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Hein, et ChatGPT, je suppose qu'on en reparlera tout à l'heure, n'a pas de volonté. Hein, il n'a pas, contrairement à ce qu'un ingénieur de Google a dit, d'âme, ni de spiritualité. Hein, c'est vraiment essentiel de le rappeler. Mais je trouve que c'est bien de citer Blaise Pascal, hein, sur ce sujet-là. Alors je voudrais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Voilà le synoptique, hein, de l'exposé que je voulais vous faire ce soir. D'abord, rappeler un peu qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et je vais vous donner 3 définitions. Parce que je crois qu'il y a un certain nombre de confusions qui se font jour sous le terme. Puis ensuite, on verra en quoi l'IA a transformé le monde, mais non seulement le monde matériel, mais a changé la société. Et on terminera par une réflexion sur les multiples chartes éthiques qui ont été rédigées depuis un certain nombre, pas tant que ça d'ailleurs, depuis disons 2016, hein, ça fait à peu près 7 ans, hein, et bien sûr sur les questions éthiques, hein, qui se posent. Donc, 3 définitions de l'intelligence artificielle. La première, je la résume ici en prenant cette photo d'une plaque commémorative qui a été apposée sur un bâtiment d'une université américaine assez prestigieuse, assez petite, qui s'appelle Dartmouth College, sur la côte Est. Ça fait partie de la Ivy League. Et c'est là qu'en 1956 s'est tenu un colloque où pour la première fois on a parlé d'intelligence artificielle. Les organisateurs de ce colloque étaient au nombre de 4. Non, ici, vous avez leur nom. John McCarthy, qui était un jeune... Enfin, quand je parle à mes étudiants, pour eux, il est vieux, il avait 28 ans. Mais pour moi, ouais, il était jeune. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il était très brillant, il était mathématicien. Hein, il avait eu un petit problème, d'ailleurs, c'est drôle. Quand il a fait ses études, hein, il a été renvoyé parce qu'il ne suivait pas les cours de gymnastique. Hein, et puis ensuite, il a été repris. Il a fait une thèse de maths et ensuite... Il s'est dit avec un ami qui avait son âge, qui est le second, Marvin Minsky, qu'on pourrait utiliser ces outils nouveaux qui étaient les ordinateurs. Le premier ordinateur électronique, hein, c'est 1946. Et le projet, pour cette école d'été qui se tient en 56, ils l'écrivent en 55. Donc vous voyez, ça faisait 9 ans que les ordinateurs électroniques existaient, ce n'était pas très vieux. Et j'insiste, s'il y a une chose, bien sûr, dont il faut se souvenir, c'est important parce que c'est là où sont les confusions, c'est la définition qu'il donne. Hein, alors, juste avant de la donner, je voulais donner les 4 noms. Hein, vous avez vu, le premier, c'est John McCarthy, donc logicien. Le deuxième, Marvin Minsky, c'est un cybernéticien, donc qui a un peu réfléchi à la façon dont on pourrait essayer de faire apprendre les réseaux de neurones formels. Il travaille sur l'apprentissage. En 1950, il passe sa thèse dessus. Il se casse un peu les dents sur le sujet qui est vraiment difficile. On va revenir là-dessus. Le troisième, c'est le directeur scientifique de la société IBM. Et le quatrième, c'est un peu le commandeur, hein, l'homme de la théorie de l'information, Claude Shannon. Alors, je suppose que vous savez tous qui est Claude Shannon. Ouais? Non? Alors, Claude Shannon, rappelons, hein, c'est lui qui est à l'origine de la théorie mathématique de l'information, qui
qui est vraiment central pour tous les informaticiens. Et c'est aussi l'auteur du théorème. Alors, quand moi, j'ai commencé ma thèse, je travaillais entre autres chez Schlumberger, et donc on faisait du traitement du signal. Et quand on dit le théorème, c'est comme on dit le philosophe. Le philosophe, c'est Aristote, hein, on ne donne pas le nom. Hein, et le théorème, c'est le théorème de Shannon, hein, le théorème d'échantillonnage de Shannon. Donc tout ça pour dire que c'était des personnalités extrêmement prestigieuses qui ont fait confiance à ces deux jeunes gens qui étaient John McCarthy et Marvin Minsky. Alors maintenant, je vais regarder ici la définition. Il dit que ça se fonde sur la base d'une conjecture. Alors qu'est-ce que c'est qu'une conjecture? Au sens mathématique, une conjecture, c'est une hypothèse qui est toujours valide, mais qui n'a pas été prouvée. Et une conjecture, au sens épistémologique, ça définit un horizon. Par exemple, vous voyez, Galilée, il vous dit la nature, le livre de la nature s'écrit en langage mathématique. C'est une conjecture, bien évidemment. On n'en sait rien, mais c'est une conjecture qui a été quand même très féconde, puisqu'elle a été à l'origine de toute la physique. Ben là, la conjecture, c'est de dire toutes les caractéristiques de l'apprentissage et toutes les autres caractéristiques de l'intelligence peuvent en principe être décrites de façon si précise qu'on peut fabriquer une machine pour les simuler. Ça veut dire qu'on peut décomposer l'intelligence pour mieux la comprendre et utiliser des ordinateurs pour essayer de simuler chacune des composantes de l'intelligence. Je crois que c'est important parce que souvent on explique que l'intelligence artificielle, c'est l'inverse, c'est de constituer une intelligence avec une machine. Mais ce n'est pas du tout ça au départ. Donc s'il y a une chose qu'il faut retenir, je crois que c'est ça. Alors à partir de ça, on peut se demander quelles sont ces fonctions cognitives. Et là, je vais les résumer ici en prenant 5 classes de fonctions cognitives. La première, c'est la perception. Vous avez des capteurs. Ça, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, des yeux et des oreilles. Mais ensuite, on est capable d'intégrer toutes les informations. Ça relève de l'intelligence artificielle. Comment on simule la perception avec des caméras, avec des micros. Vous voyez bien, la reconnaissance faciale, la reconnaissance de la parole, tout ça, ça relève de l'intelligence artificielle. Une fois qu'on a intégré toutes ces informations, on va les organiser dans une mémoire et on va exploiter ces informations dans une mémoire. Et ça, c'est la deuxième grande classe de fonctions, donc ce qu'on appelle la représentation des connaissances, c'est-à-dire comment rendre présent des choses en leur absence. C'est donc la structuration de la mémoire. Et puis l'exploitation des informations dans la mémoire, ça relève de l'intelligence artificielle. Puis ensuite, bien sûr, une fois qu'on a des éléments en mémoire, on va les utiliser pour raisonner, et c'est donc la simulation de la pensée. Ça relève de l'intelligence artificielle à l'évidence. Et puis ensuite, quatrième chose, les fonctions exécutives, c'est-à-dire que là, les 3 premières, ça correspond à une entité abstraite, un peu isolée du monde. Et d'une part, il faut qu'elle agisse sur le monde. C'est un robot, par exemple, il va agir. Donc c'est la prise de décision et l'action. Et puis la dernière chose, c'est que ces agents, ils vont communiquer avec nous et entre eux. Et donc la 5e grande fonction, ce sont les fonctions expressives. Le langage, la reconnaissance de la parole, la génération de textes, etc. Ça vous donne un peu une idée de l'empan de l'intelligence artificielle et vous voyez que c'est extrêmement vaste. Je crois que c'est ça qui est essentiel. Mais dès le départ, les pionniers de l'intelligence artificielle sont des hommes pragmatiques. Ils sont américains et ils veulent faire des choses concrètes. Et donc pour ça, ils ont l'idée qu'on va utiliser les différentes simulations qu'ils sont arrivés à mettre au jour pour réaliser des choses concrètes. Et ça conduit à la deuxième définition qu'on peut donner de l'intelligence artificielle, qui est un peu différente de la première, en sens où il ne s'agit plus d'une science, il ne s'agit plus de connaître, mais il s'agit d'exploiter les simulations. Et aujourd'hui, le succès de l'intelligence artificielle, c'est lié à ça. Alors, je vais donner, donc il y a une définition qui est donnée par Russell et Norwig dans un livre qui est assez classique, Artificial Intelligence, The Modern Approach, qui a été écrit dans les années 80, mais qui a été complété depuis, qui est une espèce de gros, une synthèse de tous les travaux dans le domaine qu'on donne en général à nos étudiants, et il donne ça comme définition de l'intelligence artificielle, l'étude des agents qui reçoivent des percepts de l'environnement et qui exécutent des actions. On retrouve un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement des capteurs, puis à partir de ça... Alors je vais donner un petit exemple ici. Ça, c'est un agent. Ça s'appelle une voiture autonome.
Même si ce n'est pas très autonome, mais peu importe, hein, c'est automatique en tout cas. Hein, vous avez des caméras, des lidars, des palpeurs dans tous les sens. Hein, et à partir de ça, donc, il y a l'idée que sans intervention humaine, eh ben, il va pouvoir exécuter un certain nombre de tâches, en général nous conduire à un endroit qu'on lui a indiqué. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas autonome, parce que si il était vraiment autonome, hein, on lui dit je veux aller à la piscine, il dit non, 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 moi je préfère aller au cinéma, le parking est mieux. On n'a pas du tout envie, on a envie d'un agent qui soit à notre service, pas d'un agent qui soit autonome. Mais ça c'est une petite parenthèse, hein, on reviendra peut-être sur le sujet. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle dans ce contexte, c'est quoi? C'est la programmation d'agents autonomes, hein, et ça veut dire que l'acquisition, le traitement des informations, la décision, l'action, tout ça, ça relève de l'intelligence artificielle. Donc on a parlé bien sûr de la voiture autonome. Hein. Donc vous voyez, ici c'est un peu plus imagé, on identifie les cyclistes, etc. Tout ça, on le fait aujourd'hui dans nos laboratoires, ça marche assez bien. Je dis assez bien parce que la voiture, elle peut être autonome sur un segment de route, sur une autoroute, sur la place de l'Étoile à Paris, c'est un peu plus difficile, hein, ou la place de la Concorde. Hein. Alors un autre exemple, c'est l'aspirateur. Moi, je l'aime bien. Hein, c'est avec des petits capteurs un peu partout. Vous avez essayé chez vous les petits aspirateurs autonomes, hein, parce que c'est drôle comme tout. Hein, et ce sont des petits agents. Ils aspirent. En fait, ce sont des agents poussiérophiles. Ils aiment la poussière. Donc, quand il y a de la poussière, ils restent là. Et quand il n'y a plus de poussière, ils vont se balader. Hein, ils vont ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée. C'est ça, l'intelligence artificielle. Alors, après ça, bien sûr, il y a une troisième définition. Et ça, je la cite, mais on ne va pas en parler ici. Mais il est important quand même de la mentionner parce que c'est celle-là en général que le grand public a en tête. Parce qu'il dit intelligence artificielle, il prend littéralement le terme intelligence. Alors, le terme intelligence a plusieurs définitions. Et ils prennent la définition, disons, la plus classique, l'intelligence c'est un esprit. Mais il y a autre chose, l'intelligence, ce sont les facultés cognitives. Mais ce n'est pas de ça dont il parle. C'est un esprit. Il dit intelligence artificielle, on fabrique un esprit avec une machine. Alors, on va donner un certain nombre de légendes, et c'est très ancien cette idée. Hein. Dans l'Antiquité, hein, par exemple, hein, Pygmalion fait une statue, hein, et puis il en tombe amoureux, elle s'anime. Hein, c'est la même idée. Hein, puis on retrouve ça avec le golem. Enfin, je ne les mentionne pas tous. Hein, le golem de Prague hein, qui exécute hein, toutes les tâches quotidiennes. C'est une statue d'argile, on passe un message derrière les dents. Alors pour les informaticiens, en plus, c'est vraiment intéressant parce que hein, ça ressemble un peu à un programme informatique. et puis il s'anime. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de Villiers de l'Isle-Adam, hein, L'Ève future. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un très beau roman. Hein, et là, c'est Edison. Vous avez entendu parler d'Edison. Donc c'est un Edison imaginaire que Villiers de l'Isle-Adam place hein, aux États-Unis. Alors il y a une espèce d'antre secrète avec je ne sais pas combien d'étages. Et tout au fond, il a un laboratoire caché. Et il a un ami qui est un lord anglais, qui souffre énormément parce qu'il a une maîtresse qui est une comédienne et il trouve que bon, elle est insupportable, qu'elle ne dit pas, qu'elle ment. Enfin, et son ami, pour le consoler, lui fait une femme parfaite. Plus parfaite, d'abord plus belle que toutes les femmes, mais en même temps, elle a cette perfection extraordinaire qu'aucune femme, alors ça, j'ose pas le dire, hein, c'est qu'elle ne ment jamais. C'est pas ChatGPT hein, de ce point de vue-là. Alors ensuite, donc, les robots, vous savez que le terme a été inventé hein, il y a un peu plus d'un siècle en Tchécoslovaquie, à Prague. Hein, c'est une pièce de théâtre qui a introduit les robots sont des travailleurs artificiels. Mais oui, que tout ça, c'est une légende. Et d'ailleurs, les robots, la pièce se termine extrêmement mal, hein, puisque ces travailleurs artificiels gagnent en dignité par leur travail ce que les hommes perdent en dignité. Et donc, ils remplacent les hommes. Ils sont très gentils d'ailleurs au départ, hein, mais parce qu'ils travaillent, il y a un fond marxiste. Hein, ça, hein, c'est parce que je ne sais pas d'ailleurs où il serait intéressant d'en reparler. Et puis bon, la dernière chose, c'est aujourd'hui, on nous parle de la singularité technologique. Alors, je rappelle ce dont il s'agit. On dit voilà, hein, ici vous avez, avec le temps, hein, vous avez l'intelligence humaine, elle augmente un peu. Hein, d'ailleurs, c'est une question, est-ce qu'elle augmente? Mais les machines, elles augmentent de façon exponentielle, leur vitesse. Et donc, il y a un moment où elles vont être plus intelligentes que nous et où elles vont prendre le pouvoir. Est-ce que c'est vrai ou pas? On répondra peut-être plus tard. Alors,
très vite, l'IA a transformé le monde. En 66 ans, ça a changé le monde. Donc vous vous souvenez, ça c'est le bourgeois gentilhomme, c'est Monsieur Jourdain. On est un peu comme Monsieur Jourdain, on fait tous de l'intelligence artificielle tous les jours sans le savoir. Alors vous allez me dire comment? Je vais vous donner un exemple, le web. Vous utilisez beaucoup le web. Le web, c'est le couplage des réseaux de télécommunications, ici, avec donc réseau ARPANET, Internet, tout ça c'est assez ancien, mais avec un modèle de mémoire. J'ai dit la mémoire, c'est une des fonctions cognitives que l'intelligence artificielle essaye de reproduire. Donc avec un modèle de mémoire qui s'appelle l'hypertexte. L'hypertexte a été inventé en 65, programmé avec des techniques d'intelligence artificielle à l'époque. Et ensuite, Tim Berners-Lee, donc lui, en 90, a décidé de coupler l'hypertexte avec les réseaux de télécommunications. Et donc, on fait tous, de ce point de vue-là, de l'intelligence artificielle. Puis les moteurs de recherche utilisent de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le web sémantique utilise l'intelligence artificielle. Après, on peut continuer. L'économie du web, la publicité ciblée, ce qui fait que ça rapporte autant, c'est lié à de l'intelligence artificielle. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vraiment important. Les robots, on a vu, c'est de l'intelligence artificielle. Avec, on a vu la voiture autonome, mais un robot, c'est rien d'autre. Il y a des capteurs. À partir des capteurs, il y a l'interprétation des signaux qui viennent des capteurs, et puis ensuite, à partir de ça, il va y avoir une décision, une action. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Les véhicules autonomes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La biométrie, là, avec la reconnaissance faciale, c'est de l'intelligence artificielle. La vision artificielle, bien sûr, et puis surtout ici. Voilà. La reconnaissance de la parole, le traitement et la compréhension du langage naturel, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, je vais aller très vite, ça transforme beaucoup d'activités. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça prendrait trop de temps, mais ça transforme la médecine, vous voyez, ici, les systèmes d'information, l'extraction des connaissances. J'insiste, je vais tout vous mettre sans rentrer dans le détail pour que vous voyez que ça transforme la médecine, mais ce n'est pas un aspect de la médecine et ce n'est pas un médecin autonome. C'est absurde, mais il y a beaucoup d'aspects de la médecine qui sont modifiés par l'intelligence artificielle. Et moi, par exemple, je travaille avec des spécialistes des maladies du sommeil pour faire de la fusion d'informations avec l'interprétation, ce qu'on appelle les données de polysomnographie, pour essayer de diagnostiquer les maladies du sommeil. Ça, c'est un exemple, mais vous avez énormément d'exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle en médecine, les organes artificiels, par exemple, etc., etc. Ensuite, les sciences, avec ce qu'on appelle les expériences in silico. Ça veut dire qu'on va avoir toutes les données, et puis on va faire des expériences directement sur les données. Et ça fait appel à de l'intelligence artificielle, par exemple en biologie moléculaire, en pharmacogénétique, etc. Ça fait appel à de l'intelligence artificielle. Alors ensuite, on va donner encore un autre domaine, puis après j'arrêterai, je vais donner 2 autres domaines, parce que la question qui se pose, c'est plutôt où est-ce qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, Mais dans ce qu'on appelle les fintech, que ce soit dans la banque ou dans les assurances, on utilise énormément d'intelligence artificielle. Alors la banque, pour les relations avec le client, j'imagine que vous avez tous, dans votre banque, vous avez un compte, et les banquiers utilisent l'intelligence artificielle, la recherche d'informations, l'établissement pour aider les chargés de compte à vous permettre d'investir, etc. Et dans le cadre des assurances, c'est encore plus essentiel parce que le risque, on le calcule à partir de données passées. Et d'ailleurs, ça pose énormément de questions pour le futur parce que les données, ce ne sont pas les assurances qui les ont, ce sont les réseaux sociaux. Peut-être qu'un jour, les réseaux sociaux vont vouloir être des assureurs. Vous voyez, ce sont des questions ouvertes, en tout cas des questions inquiétantes, parce que ça aurait des effets assez dévastateurs sur l'ensemble de la société. Ce caractère mutualiste des assurances risque de disparaître avec le risque. Et puis ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est aussi lié à l'intelligence artificielle. Alors je ne rentre pas dans le détail, et ce que je voulais faire, c'était montrer, on a affaire à ce qu'on appelle une réingénierie des objets. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est une montre. Elle ressemble à une montre, elle a des aiguilles. Mais en fait, il y a un petit disque noir, et il y a un petit écran. Et puis cette montre, elle est connectée à mon téléphone. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend mon pouls, derrière il y a des capteurs. Elle prend mon pouls, elle est capable de faire tout un tas de choses. J'en avais une, elle téléphonait, etc. Ça veut dire que le même objet ancien,
se transforme avec l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai des montres, c'est vrai des lunettes, vous allez bientôt avoir un écran avec plus exactement superposé sur votre champ de vision des éléments d'information avec la réalité augmentée. C'est vrai de bracelets qui vont être connectés, qui vont prendre tout un tas de données. Les bicyclettes, si vous pouvez avoir dans certaines villes des vélos en libre accès, c'est justement parce qu'ils sont connectés. Et puis il y a tout un tas d'intelligence ajoutée, sans compter d'ailleurs qu'ils ont aussi un petit moteur électrique, ce qui est bien commode. Des chaussures avec des capteurs, les voitures, on dit que c'est des ordinateurs sur 4 roues, donc ça utilise de l'intelligence artificielle. Le stéthoscope, lui, c'est l'emblème du médecin, il a de l'intelligence artificielle. Voilà. Tout ça pour dire que le monde qui nous entoure, ça ne se voit pas, c'est invisible, mais il y a une transformation, il y a des révolutions. C'est important parce que quand on regarde, moi j'avais une théorie selon laquelle la forme des objets évoluait avec la technologie. Et jusque dans les années 70-80. Et après, la forme des objets ne se change plus tellement. Si vous regardez les films, vous voyez, ou même les immeubles, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a énormément d'intelligence ajoutée, et donc c'est invisible. Mais en même temps, une voiture, ça n'a rien à voir, une voiture d'aujourd'hui avec une bagnole des années 80. Ça tombe plus en panne. Moi, je sais pas, quand j'étais petit, on parlait de la bougie, on enlevait le Delco, plus personne. Et c'est vrai, bien sûr, de tous les objets qui nous entourent. Alors maintenant, donc, non seulement l'intelligence artificielle transforme les objets, mais ça transforme la société. Et j'ai dit, on réécrit, il y a une réingénierie des objets, qui ont de nouvelles fonctionnalités, mais ce qui se passe, c'est que les concepts qui forment le tissu social, eux-mêmes se réécrivent. Et je vais prendre un premier concept, l'amitié. Vous êtes d'accord que c'est un vieux concept, l'amitié. Mais avec les réseaux sociaux, avec Facebook, vous êtes amis. Alors, est-ce que c'est la même amitié ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et en même temps, il y a quelque chose de proche de l'amitié. Et en même temps, non seulement il y a quelque chose de proche, mais l'amitié est influencée par les réseaux sociaux, parce que les gens avec qui vous êtes amis, vous avez de leurs nouvelles par les réseaux sociaux, donc ils vont bien, vous n'allez pas les appeler au téléphone. Voilà. Donc ce sont toutes ces questions, bien sûr, qui méritent d'être posées. Alors j'ai parlé de l'amitié. La réputation, c'est essentiel dans la société. D'accord ? C'est vieux, la réputation. Dans le village et tout, il y a la réputation, la bonne réputation, la mauvaise réputation. Mais est-ce que lorsque le Crédit Social en Chine fait un score de réputation, est-ce que c'est la même chose ? Vous voyez, c'est intéressant de se poser ces questions-là. Parce qu'on voit que la société se transforme avec ça. Parce que tout d'un coup, la réputation va être différente. Puis on va prendre la confiance. La confiance sur les marchés. Je sais pas, les marchés à Besto, le top là. Et puis ensuite, on l'écrit, etc. Et puis aujourd'hui, avec la blockchain, on voit bien que c'est une autre forme de confiance. Voilà, l'argent, on dit que souvent c'est un condensé de confiance. Est-ce que c'est la même chose, la crypto-monnaie et puis les pièces en or ? Enfin voilà, le travail, ça change, la communauté, c'est plus la même chose. La communauté, pendant longtemps, c'était les personnes qui étaient condamnées à vivre au même endroit et donc qui étaient de conditions différentes, mais qui avaient une solidarité parce qu'ils étaient à un endroit. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. La communauté, ce sont l'ensemble des personnes qui ont un intérêt commun. C'est formidable parce que grâce à Internet, on est en contact avec... on est passionné de philatélie, on va voir tous les philatélistes du monde entier, on va pouvoir échanger des timbres. Mais justement, la solidarité, peut-être, a tendance à disparaître avec ça. Et ce sont vraiment ça les grandes questions. Alors avec ça, de nouvelles vulnérabilités, manipulation de l'opinion. Je ne rentre pas dans le détail. Le crédit social, vous avez entendu parler de ça en Chine en utilisant les... Ah, qu'est-ce qui se passe ? C'est marrant parce que moi ça marche très bien. D'accord. Le crédit social en Chine, donc, qui fait qu'avec des techniques d'intelligence artificielle, on est capable d'identifier chaque personne par reconnaissance faciale et puis par reconnaissance comportementale de savoir ce qu'il fait et à partir de ça, lui donner des bons points ou des mauvais points. Bon, c'est assez effrayant quand même. Et s'ils ont trop de mauvais points, ils ont des petits problèmes. S'ils ont des bons points, ils sont contents, ils vont à l'étranger, etc. Voilà.
Et puis, alors, vous voyez, la fabrication d'images. Ici, c'est, par exemple, ici, Génération. Vous avez entendu parler. C'est un petit groupe français qui a fabriqué automatiquement ce tableau à partir de Rembrandt. Et il l'a vendu, je ne sais pas combien de millions aux enchères chez Christie's. Cet été, j'ai testé ici GPT, donc l'ancêtre de ChatGPT. Et avant donc que ce soit aussi populaire, c'était un peu plus spartiate comme interface. Et j'ai été un peu traumatisé parce que j'ai commencé à écrire avec. Et j'ai vu que c'était des textes qui se tenaient. Et là, j'ai fait un texte où j'ai donné comme graine génération automatique de textes, plagiat d'idées et intégrité scientifique. Et il m'a dit, ben voilà, ce qu'il avait, c'est en italique. Alors j'ai une chronique éthique dans la recherche, j'ai fait la moitié de la chronique avec ça. C'est en italique quand même. Après, je dis non, je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai dit. C'est pas des... J'explique pourquoi quand même. Mais le recours de plus en plus fréquent aux techniques d'intelligence artificielle pour générer des textes a créé de nouvelles possibilités de plagiat. Il est désormais loisible d'utiliser l'IA pour générer des articles scientifiques d'apparence réaliste qui ne contiennent aucune idée ou recherche originale. Ces usines à papier peuvent être utilisées pour créer un grand nombre d'articles, etc., etc. Ça se tient, vous voyez, vous lisez, ça se tient complètement. Alors moi, j'ai discuté parce que pour moi, c'est pas du plagiat, mais justement, enfin, vous pouvez lire la chronique, je peux vous l'envoyer si vous voulez. Mais voilà. Donc tout ça pour montrer. Alors toujours dans les sons et les vidéos, bien sûr, on est capable de créer ça. Alors je sais pas si on a le temps, on va peut-être passer quand même celle-là. Vous la connaissez ? Françaises et Français, mes chers compatriotes, qui sème l'illusion, récolte la souffrance. Oui. Ivre de ma puissance nouvellement acquise, je vous ai roulé dans la farine. J'ai franchi une ligne rouge. Je ne suis pas qui je suis. J'ai honte. Pardon. Je vous demande pardon. Je ne recommencerai plus. Je m'en vais. Adieu. Ne croyez pas ce que vous voulez voir. Écoutez des avis divergents, c'est important. Alors, juste, après, je vais arrêter, mais celle-là, je la trouve particulièrement effrayante. C'est Amazon qui a décidé de faire revivre les grands-mères mortes après le Covid pour les petits-enfants, pour qu'ils racontent des histoires. C'est assez cauchemardesque. Vous y arrivez ? Attendez. Ah ben voilà, si vous y arrivez, ouais. Je ne vais pas passer trop de temps, mais ça vous donne un peu une idée de... Bon, là, c'est de très mauvais goût. Alexa, can Grandma finish reading me The Wizard of Oz? Okay, Ah oui, parce que... but how about my courage? Ask the voilà, lion ouais. anxiously. Ah, zut, You have ouais. plenty of courage, I am sure, answered Oz. Ouais, on la mettra à la fin. Mais vous verrez, enfin, c'est effrayant, quoi. Donc ça donne une idée de toutes ces... Alors, comment, face à ça, bien sûr, comment est-ce qu'on peut faire ? Et un certain nombre de personnes ont décidé de mettre en place des comités d'éthique. Depuis 5-6 ans, il y en a un nombre impressionnant. Alors, ce sont soit des universités, soit des instituts de tous ordres, soit des gouvernements, soit des organisations non gouvernementales, ici. Ils ont, en 84, il y a un article qui en dénombrait ici en 2019, un article qui en dénombrait 84, avec 62 recommandations. Alors, je vous dis, moi j'étais ingénieur, si on doit avoir en tête 82 recommandations ou 62 recommandations avant de créer quelque chose, on est sûr d'être complètement stérilisé. De ce point de vue-là, c'est quand même... Mais ça ne s'est pas arrêté, vous voyez, en 2022, j'ai lu un article dernièrement au Canada, il y a eu 350 chartes éthiques qui ont été rédigées, avec 521 recommandations.
Ici, les toutes dernières, vous voyez, l'UNESCO, avec un règlement général sur l'éthique de l'intelligence artificielle, auquel j'ai participé, un peu par-devers moi d'ailleurs, parce que j'étais quand même un peu effrayé de ce qui s'écrivait là. C'était parce que c'est le gouvernement français qui m'avait demandé d'y participer. Et puis ici, vous avez ce qu'on appelle le AI Act, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, qui part du principe qu'il y a des systèmes à risque et à haut risque, il faut les interdire. Alors c'est un énorme pavé. Et en juin 2022, ils avaient 3000 amendements sur le pavé, donc il n'est pas encore en service. Mais heureusement, parce que ça va vraiment stériliser toutes les possibilités naturelles. Et non seulement ils sont très longs et très nombreux, et donc difficiles à appliquer, mais ils sont bien sûr contradictoires. Toute la difficulté, c'est que les principes, vous voyez, par exemple, vous êtes, j'imagine tous, et moi aussi, pour la protection de la vie privée. Mais en même temps, vous êtes certainement, pour beaucoup d'entre vous, pour la transparence. Il y a quand même une petite tension entre les deux. Et puis vous êtes pour la sécurité. Et quelquefois, pour la sécurité, il faut quand même savoir qui sont les personnes qui sont en face de vous. Et de même pour votre sécurité sanitaire, il faut avoir des données sur votre santé. Donc, on va prendre un autre exemple. J'imagine que peu d'entre vous sont pour la discrimination. En général, on est aujourd'hui contre la discrimination, vous êtes d'accord? Mais en même temps, je suppose que beaucoup d'entre vous sont pour promouvoir une politique inclusive. Plus de femmes, par exemple. D'accord? Il y a une petite tension entre les deux. Enfin voilà, tout ça pour vous montrer que c'est donc contradictoire et puis trop de principes. Alors pour juste, avec le plaisir, et on va presque terminer là-dessus, je voudrais citer cette phrase de Vladimir Yankelevitch, qui justement fait une critique de ces questions-là. Il ne s'occupait pas bien sûr d'éthique de l'intelligence artificielle, mais il montre bien la difficulté avec le nombre trop important de principes. Le manichéisme oppose un bon et un mauvais principe, alors que tous les absolus sont de bons principes. C'est le pluriel des bons principes qui est le mal. C'est le pluriel des absolus relatifs qui fait tout le drame. Il y en a trop des principes. Trop de personnes, trop de valeurs, limitant la valeur infinie de chaque valeur, sans doute. N'y a-t-il pas de mal à cela? Or, tel est pourtant, sur cette terre de cocagne du monde intelligible, le seul malheur concevable. Donc effectivement, c'est cette multiplicité de principes qui sont en tension les uns avec les autres. Il dit bien sûr, chaque principe a une valeur infinie. La vie privée, la transparence, tout ça, ça a une valeur infinie. Mais vous voyez bien que les uns entrent en contact, entrent en conflit avec les autres. Alors tout ça donc pour introduire un tout petit peu ces notions d'éthique. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail. Je crois que ce qui est important pour cela, c'est que au départ, je vous ai dit, j'ai une formation de philosophe. Je me suis intéressé aux questions, au départ d'épistémologie, je ne m'intéressais pas du tout aux questions d'éthique. Et puis ensuite, à partir de 2002, j'ai été invité à un colloque sur l'éthique des sciences. Et j'ai failli pas y aller, parce que je me suis dit, moi, je ne connais pas les questions d'éthique. Et puis surtout, à l'époque 2002, je me disais, mais nous, informaticiens, on n'a pas de problème d'éthique. Et peut-être, c'est les gens qui étaient les plus âgés, il y a 20 ans, on pensait qu'il n'y avait pas de problème d'éthique lié au numérique. Et puis, bien sûr, progressivement, je suis allé à cette conférence, pour une raison d'ailleurs pas très éthique, c'est parce que c'était à Alexandrie. Je trouvais que c'était quand même bien un voyage à Alexandrie en Égypte. Et puis après, disons que j'ai été réinvité, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à Mexico. Là, j'ai commencé quand même à travailler sur la question d'éthique. Et je me suis rendu compte qu'à l'étranger, il y avait des choses qui se faisaient. Et j'ai commencé à travailler là-dessus, à réfléchir, à donner des cours sur le sujet. Et ensuite, donc, j'avais un ami qui était au comité d'éthique du CNRS, à l'époque je n'y étais pas, et il m'a dit, tiens, on va faire un rapport sur les questions d'éthique du numérique. Donc on a commencé à faire ce rapport. Et au moment où on a terminé le rapport, c'était vers 2006 à peu près, à ce moment-là, on s'est rendu compte que le directeur général de l'INRIA avait commandité un rapport sur le même sujet. Donc vous voyez qu'il y avait une convergence. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se rendait compte que, comme je l'ai dit ici,
le numérique transforme la société et que, bien sûr, les questions qui se posent sont vraiment majeures et sont des questions d'ordre éthique. Alors, ensuite, bien sûr, ce malaise qu'on a eu a conduit à mettre en place différents comités d'éthique. Et parmi ces comités d'éthique, il y a des comités qui sont devenus des comités de régulation. Et je crois qu'il est important de bien distinguer l'éthique, qui est une discipline philosophique, qui essaye de réfléchir à ce que devraient être les règles de comportement, du bon comportement dans la société numérique telle qu'elle est, telle qu'elle est devenue. Et ça, je crois que ça mérite vraiment qu'on fasse attention. Et puis, ce qu'on appelle la régulation. La régulation, alors, il y a la loi d'un côté. La loi, normalement, c'est voté par des assemblées. Et la régulation, en général, ce sont des règlements administratifs qui se superposent à la loi, qui ne passent pas d'ailleurs toujours par les assemblées. Et puis enfin, la dernière chose, ce sont les normes. Et les normes, c'est encore pire, parce que les normes, ça n'a rien à voir avec la loi, ce sont les parties prenantes dans un domaine qui décident de se mettre d'accord. Ça peut être par exemple les standards technique, ça fait l'objet de normes. Et aujourd'hui, il y a une grande confusion entre l'éthique, la réglementation, la loi et les standards. Et ça, je crois que c'est un énorme problème. Et même les juristes sont en train de se perdre là-dedans. On a parlé du règlement européen, parce que tout d'un coup, la loi devient en réalité des standards et il y a des négociations extrêmement longues là-dessus. Alors, je vais conclure là-dessus, et puis ensuite, on pourra avoir une discussion sur mon dernier livre que j'ai écrit, qui est sorti il y a un peu moins d'un an, qui s'appelle « Servitude virtuelle », et bien sûr qui fait référence par son titre à l'ouvrage de la Boétie, « Discours de la servitude volontaire ». Vous vous souvenez, la Boétie, c'est un très jeune homme qui a écrit ce livre tout à fait extraordinaire où il explique que les prisons, les chaînes, les hallebardes, tout ça au fond, si on voulait vraiment renverser les tyrans, il suffirait de se soulever. Le peuple pourrait renverser toutes les forces. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le numérique, on a l'impression que les moteurs de recherche, tout ça, c'est impalpable, mais en réalité, ces choses impalpables, elles exercent sur nous une contrainte extrêmement forte. C'est ça que je voulais dire, c'est cette espèce de renversement, mais en même temps, bien sûr, c'est un espoir, c'est-à-dire qu'on pourrait quand même, malgré tout, s'en affranchir à condition d'en prendre conscience. Alors, il y a deux parties ici. Il y a une première partie où j'essaye de dresser un état des lieux de cette société. Pour ça, j'ai proposé ce que j'appelle la rose des vents numériques, en prenant des axes qui ne correspondent pas aux points cardinaux classiques, parce que les points cardinaux sont orientés à partir des astres, le nord, l'étoile polaire, le sud, l'opposé, l'est, c'est l'ouest, le soleil levant et le soleil couchant. Mais malheureusement, on est dans un monde où c'est la planète entière, et donc dans l'hémisphère sud, on ne repère pas le nord avec l'étoile polaire, parce qu'on ne voit pas l'étoile polaire, et de même le soleil couchant et le vent, on est dans un univers comme l'Empire de Charles Quint, où le soleil ne se couche jamais. Et donc je choisis d'autres repères ici, qui sont l'équivalent du nord, c'est l'être en ligne, ce qui régit notre existence. Et puis le sud, c'est un peu comme l'opposé à l'être en ligne. Le hors-ligne, c'est à la fois aspirer à se déconnecter. C'est un peu comme les vacances qu'on va passer quelques jours au Maroc. Et puis c'est en même temps, le sud, c'est la frustration que ressentent ceux qui n'ont pas part à ce monde-là. Et puis sur l'autre axe, je l'ai organisé à partir de la vie. Le hors-vie, c'est un peu la singularité technologique, la continuation de notre existence, en continuation imaginaire bien sûr, de notre existence en dehors de la vie biologique, mais ça peut être le métavers aussi bien sûr. Et puis le en ligne, c'est la réontologisation, c'est la transformation du monde tel qu'elle est. Et puis à partir de ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti. J'ai pris un marteau ici. Alors le marteau n'est pas de moi, je l'ai emprunté à un philosophe, Friedrich Nietzsche, dans Le Crépuscule des idoles. Il dit philosopher à coups de marteau. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, d'abord, il a envie quand même de casser un peu sur l'institution philosophique, mais aussi il utilise un marteau un peu comme un médecin, avec cette idée qu'on peut prendre un marteau pour donner des petits coups sur les concepts pour essayer de les entendre résonner. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, parce que toutes ces chartes éthiques que j'ai évoquées tout à l'heure se basent en partie sur la bioéthique. Or, moi, j'ai le sentiment que la bioéthique n'est absolument pas pertinente pour aborder les questions du numérique. Alors, la bioéthique, c'est
la tradition hippocratique, d'abord, c'est-à-dire la non-malfaisance, on ne donne pas de poison, la bienfaisance, la justice. Et puis à ça, on a ajouté, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le principe d'autonomie. C'est après ce qui s'est produit, de terrifiant au moment de la Deuxième Guerre mondiale, l'idée que chacun doit pouvoir, c'est le consentement libre et éclairé. Et puis ensuite, on a rajouté un principe de transparence. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais justement, j'essaye de montrer que ce n'est pas approprié. On va prendre le premier, le principe d'autonomie, par exemple. Est-ce que le consentement libre et éclairé, vous le transposez au numérique? Est-ce que les conditions générales d'utilisation vous semblent vraiment une forme d'autonomie de la personne? Est-ce que vous êtes vraiment libre lorsque vous avez un ordinateur de ne pas signer les CGU? Enfin, voilà. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Ben voilà, je vous remercie. Et je suis prêt à répondre à la question. J'ai tenu, ça va? Très bien. Timing parfait. On va passer à un moment d'échange, s'il y a des questions parmi le public. Voilà le petit enfant. Ah, bah voilà, ça c'est affiché. As you saw in this experience, Attends 2 minutes. exhibited by humans. They typically grow in harsh alpine areas above 10,000 feet in the western United States. This includes places like Great Basin National Park and the White Mountains. J'arrive pas à voir, je me souviens plus où c'est dans le. Tell me more about the White Mountains. Il me semble que c'est par là. The White Mountains of California and Nevada are a triangular fault block mountain range facing the Sierra Nevada across the Upper Owens Valley. Si on clique They sur lie le. within the eastern. Voilà, c'est là. Ouais. C'est bon? Allez-y. Voilà. Relationships. Empathie. Ouais. Alexa, can Grandma finish reading me The Wizard of Oz? Okay. But how about my courage? Asked the lion anxiously. You have plenty of courage, I am sure, answered Oz. All you need is confidence in yourself. Voilà. As you Bon, saw in je this rentre pas dans le experience, détail, instead of Alexa's voice c'est reading the étonnant. book, Enfin, it's moi, the je trouve que c'est great-grandma's étonnant qu'on ait pu avoir même cette idée. C'est absolument effrayant. voice. Donc des questions dans le public peut-être, si quelqu'un veut poser une question à notre invité. Non, je vois pas main de se lever. Ben, je vais commencer. Il y a peut-être un champ dans lequel vous n'avez pas parlé d'intelligence artificielle, vous avez énuméré un certain nombre de champs dans lesquels il s'applique, mais par exemple dans l'administration. Vous qui travaillez aujourd'hui pour Pôle emploi, qu'est-ce que vous voyez dans l'administration comme avenir pour l'intelligence artificielle? Comment vous voyez ça? Il y a énormément d'applications. D'abord, il y a tout ce qu'on appelle la IA, ce qu'on appelait à une époque la IA administration. C'est fait que on va avoir des échanges avec l'administration, avec des outils d'intelligence artificielle. Oui, par exemple, Pôle emploi a voulu utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour lire les courriers et les échanges entre les clients, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi, éventuellement les offreurs d'emploi aussi, et les personnels de Pôle emploi. Et donc, il les catégorise et ça permet de mieux organiser la journée pour les personnels de Pôle emploi. Et puis après, pour synthétiser les réponses, ils ont aussi un outil d'intelligence artificielle qui écrit la lettre. Bon, il y a quand même, c'est un principe, on est d'accord, mais attendez, faut faire attention. Donc normalement, quand même, il y a toujours un employé qui doit être là pour être responsable de la lettre qu'il envoie. Ça, c'est un exemple. Mais on peut en imaginer énormément. Mais je vais te donner une autre illustration de cela. Vous avez tous, vous souvenez du problème du Mediator. Et justement, si on avait eu des techniques d'intelligence artificielle qui essayaient de repérer des médicaments qui étaient utilisés hors indication de l'autorisation de mise sur le marché. En l'occurrence, c'était un médicament qui était un antidiabétique, mais qui était utilisé comme coupe-faim. Peut-être qu'on aurait pu détecter les problèmes beaucoup plus tôt. Parce que la difficulté, elle était là, en réalité. C'est-à-dire qu'il était massivement utilisé. Voilà. Donc, ça, c'est une des utilisations positives qui peut en être faite. Dans Pôle emploi, bien sûr, il y a plein d'autres applications. Par exemple, il voudrait aider à
trouver les problèmes. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, un demandeur d'emploi, il y a un certain nombre d'obstacles à sa reprise d'emploi, et donc d'essayer de les extraire avec des techniques d'intelligence artificielle, et à partir de ça, de proposer des solutions ou des formations, etc. Par exemple, le fait de ne pas avoir de moyens de transport, tout ça, bien sûr, hein, c'est assez technique. Donc, bien sûr, hein, c'est beaucoup d'applications possibles, hein, d'utilisation de l'intelligence artificielle. Des bonnes comme des mauvaises. Hein. C'est ça, je crois, qui est important. Hein. J'espère que j'ai été clair. L'intelligence artificielle, à la fois, ça permet de faire énormément de choses. Hein. C'est un peu comme la langue d'Ésope. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est la meilleure des choses. Hein. C'est-à-dire qu'on peut, je crois, hein, dans le domaine de la médecine, dans beaucoup de domaines, hein, essayer d'aider. Mais aussi, bien sûr, hein, le risque, hein, c'est d'avoir des applications extrêmement délétères, privatives, nous privant de liberté, hein, et qui sont très très contraignantes. Et c'est bien sûr, je crois, ça, hein, qui sera important dans le futur. Et la difficulté, c'est pour ça que les régulations telles qu'elles existent sont problématiques, parce qu'on essaye d'anticiper tous les risques. Or, la technologie elle se développe jamais exactement comme on l'avait imaginé. C'est-à-dire qu'elle nous surprend tous. Et les modes d'appropriation des technologies sont différents de ce qu'on avait imaginé. Donc plutôt que d'anticiper des risques, hein, en ayant le regard sur l'histoire, hein, c'est qu'on ne peut pas imaginer les risques d'une société totalitaire des années 30 aujourd'hui dans nos pays. Hein. Mais en revanche, il y a d'autres risques qui risquent de se profiler à l'horizon, d'autres risques qui peuvent advenir. Et je pense que ce qui est vraiment difficile, c'est d'avoir cette vigilance et cette réactivité. On peut peut-être, j'ai évoqué le golem tout à l'heure. Vous savez que l'homme qui a fait le golem, hein, c'est un rabbin à Prague. Hein, et je ne sais pas si vous êtes allé à Prague. Hein, il y a ce qu'on appelle la synagogue vieille nouvelle. Hein, et vous avez une chaise avec une chaîne. Personne ne s'assied. C'était la chaise de ce fameux rabbin, hein, qui a beaucoup écrit sur tout un tas de choses. On appelle ça le Maharal. On l'appelle le Maharal de Prague, le grand maître de Prague. En réalité, il n'a jamais parlé du golem, hein, dans ses écrits. Hein. Ça fait que c'est quand même plutôt une légende, hein, cette histoire. Mais sa grande sagesse, quand même, imaginaire, c'est qu'à un moment donné, le golem fait des bêtises. Hein. Il se met à mettre le feu, etc. Et à ce moment-là, on raconte que c'était un samedi, il était à la synagogue, il sort de la synagogue, il arrête le golem, et ensuite il le casse, il le détruit, de façon à ce que personne ne soit capable de le reconstituer. Et je pense que c'est un peu ça aujourd'hui, hein, c'est avoir le courage peut-être, lorsque un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle se révèlent néfastes, de s'en rendre compte assez vite et de les détruire pour ne pas les utiliser trop. D'autres questions peut-être ? Oui. Merci. Oui, ça marche. Ouais. Je vais essayer de bien formuler ma question. En apprentissage adaptatif, on a des étudiants qui sont confrontés à des chats et il a été prouvé que ça marchait mieux parce qu'ils ont une sensation d'empathie de la part du chat que de simples réponses par texte, en fait. Et là, le chat va simuler. Mais moi, ça me pose un petit problème parce que j'ai le sentiment que les élèves vont avoir une sorte de biais face à eux. Et c'est pas un être humain. Du coup, ils ont une sensation faussée d'empathie par rapport à ce que ça peut être. Est-ce que ça pose un problème d'éthique ou quoi que ce soit, du coup ? Alors, il faut savoir d'abord que toutes les interfaces homme-machine sont conçues sur ce principe de projection. C'est une forme d'animisme. Et ça a été beaucoup étudié, hein, dans les années 90, 2000. Hein, peut-être vous vous souvenez du film AI, Artificial Intelligence. Et au moment où il est sorti, justement, hein, c'était un robot. Hein, alors c'était un enfant, hein, qui était un robot, etc. Et il y a eu un débat dans la communauté d'intelligence artificielle parce que c'était le couplage des interfaces homme-machine et de l'intelligence artificielle avec cette réflexion sur l'empathie, sur ce qu'on appelle l'informatique affective, c'est-à-dire le fait qu'on va imprimer à la machine des traits qui sont semblables à ceux qu'une personne émotive éprouverait. Vous voyez, il va bouger les yeux, il va bouger la bouche, hein, on va lui imprimer une émotion.
Et sur le langage, c'est un peu la même chose avec les chats. On essaye de travailler là-dessus. Et bien sûr, ça a un côté extrêmement addictif. Et vous avez vu, donc, puisque on a parlé un peu de ChatGPT, vous vous souvenez peut-être que cet été, ChatGPT a été précédé d'un système qui s'appelle Lambda, qui a été développé par Google, et un ingénieur de Google qui s'appelle, alors en plus le nom est assez étonnant, il s'appelle Blake Lemoine. et vous allez voir pourquoi, parce qu'il a expliqué que la machine dialoguait avec elle de choses si profondes qu'il ne pouvait pas imaginer qu'elle n'avait pas d'âme et de conscience. Google était très gêné, ils l'ont renvoyé. Et il y a une espèce de malédiction d'ailleurs avec ChatGPT, mais peut-être que vous avez essayé ChatGPT, c'est un peu étonnant de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des systèmes qui s'adaptent, qui répondent, on l'a vu, de façon assez structurée. Les phrases sont, j'ose pas le dire, mieux construites que celles de beaucoup de nos étudiants. Mais en même temps, il y a des énormités. C'est absurde. Enfin, donc effectivement, oui, bien sûr, ça pose tout un tas de questions. Je crois que, enfin, peut-être pour répondre, puisque mon idée sur ChatGPT, ce qui est intéressant, c'est d'abord le sentiment de malaise qu'on a, mais en même temps, vous voyez, dans toute l'inquiétude qu'on a eue, vous voyez, par exemple, Sciences Po qui interdit ChatGPT, c'est aussi révélateur des défauts de nos sociétés. C'est un peu un miroir grossissant. C'est-à-dire qu'autant d'étudiants utilisent ça pour rédiger, pour rendre à leurs professeurs, ça montre bien que l'enseignement devient une machine à faire des diplômes, plus que... parce que si on était vraiment des vrais étudiants, on a envie d'apprendre, on n'a pas envie de tricher. C'est totalement absurde. De même, vous voyez, les machines à papier, ce que j'ai montré, les usines à papier, en anglais on dit ça paper mill, qui écrivent des articles scientifiques, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans l'institution scientifique et que les critères d'évaluation avec les facteurs d'impact sont tellement excessifs qu'un certain nombre de scientifiques, pour leur carrière, préfèrent passer du temps à écrire des faux articles que produire de vraies connaissances. Enfin voilà, donc ce sont toutes ces questions-là, je crois, qui sont vraiment importantes. Peut-être une autre question peut-être. Est-ce que vous avez des informations sur tout ce qui est l'évolution pour les smart grids, pour les réseaux électriques intelligents à venir et pour gérer les intermittences Ça fait partie de toutes ces utilisations possibles de l'intelligence artificielle. Donc, moi, je sais qu'on avait travaillé avec un de mes assistants en collaboration avec EDF pour faire de l'anticipation de consommation avec des outils d'intelligence artificielle, bien sûr. Ouais, tout à fait. Ce sera vraiment essentiel pour le futur. Et c'est aussi pour ça... Justement, il y a eu dans la population beaucoup de craintes sur le compteur Linky, et en même temps, si on veut utiliser les énergies douces, il faut pour ça être capable d'anticiper, alors à une granularité qui n'est pas celle de l'individu, qui n'est pas celle du foyer, mais qui est celle du pâté de maison, et ça, bien sûr, on peut le faire avec des techniques d'intelligence artificielle. Et ça vous semblait prometteur ? Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je crois que ce sera même absolument indispensable pour le futur. Après, il faut convaincre aussi la population, lui expliquer. Malheureusement, je trouve que en France en particulier, on n'explique pas assez ce genre de choses. Et on nous explique que ça vient de l'Europe. Non, effectivement, c'est une exigence européenne, mais c'est aussi une exigence à laquelle on peut adhérer nettement mieux que ce qu'on le fait. Et je crois que là, oui, c'est typique, de même la régulation du chauffage dans les maisons, etc. Tout ça, on peut faire appel à l'intelligence artificielle. Je pense pour les questions... Alors, ça va me conduire à aborder une autre question. C'est comme toujours. Il y a à la fois une phase positive et une phase négative. D'un côté, l'intelligence artificielle sera, je crois, vraiment essentielle
pour la régulation thermique, pour la surveillance des forêts, etc. Donc ça, ce sera vraiment très important pour le futur. C'est aussi important pour la modélisation. Mais bien sûr, les outils d'intelligence artificielle, lorsqu'ils sont entraînés avec de l'apprentissage machine sur des très gros corpus, ce qui se passe pour les générateurs automatiques de texte, pour les chatbots, c'est extrêmement énergivore. Et donc, ça a un effet extrêmement délétère sur le climat. Et donc, bien sûr, je crois qu'il faut il commence à y avoir une réflexion là-dessus. Mais une dernière question. Je vais essayer de trouver une bonne question. C'est pas sûr. J'ai cru comprendre que du coup l'intelligence n'est plus l'intelligence n'est plus l'apanage de l'homme, mais est-ce que la créativité reste toujours son apanage, ou est-ce qu'on peut parler de créativité pour des intelligences artificielles? Ah oui, c'est une question vraiment passionnante sur laquelle j'ai pas mal travaillé dans le passé. Alors d'abord, est-ce que l'intelligence est l'apanage de l'homme? C'est une question, bien sûr, parce que les animaux, ils font preuve de beaucoup d'intelligence. Je rêve, mais bon, là, j'ai pas le temps, mais j'aimerais le faire, de faire un livre, alors, je sais pas si ça vous semble intéressant, sur l'intelligence de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire savoir, mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Parce que tout le monde parle d'intelligence artificielle et on oublie de savoir à quoi ça correspond. Et je crois que c'est... et en particulier, il y a confusion avec la notion de QI, par exemple, qu'il faudrait éclairer. Donc ça, c'est un premier point. Et bien sûr, les animaux, les pieuvres, par exemple, c'est extrêmement intelligent. Les corbeaux, ils utilisent des outils. Enfin, il y a des choses incroyables lorsqu'on fait un peu d'éthologie animale. Alors, sur la créativité, bien sûr, est-ce que les machines sont capables de faire œuvre de créativité? Alors, c'est une vieille question. Avant même que le terme d'intelligence artificielle ait été inventé, Alan Turing, dans le papier Princeps qu'il a écrit en 1950 sur qu'est-ce que veut dire penser pour une machine, essaye de réfuter les objections que l'on fait à l'idée qu'une machine puisse penser. Et l'une de ces objections, c'est une machine ne peut pas être créative. Et il répond... d'une façon d'ailleurs un tout petit peu misogyne, mais bon, j'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, parce qu'il fait une critique d'Ada Lovelace qui est pas fondée justement, parce qu'Ada Lovelace est aussi intéressée à ça. Mais donc c'est l'idée, lui, que même avec un programme très simple, eh bien, on peut être surpris par la machine. Et donc moi, j'ai travaillé sur la créativité il y a un certain nombre d'années avec des étudiants, en particulier avec un étudiant qui venait du Brésil qui voulait faire de la composition sur ordinateur. On avait des liens avec l'IRCAM, puis ensuite on avait fait quelque chose d'autre. Et c'est passionnant parce qu'on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que la créativité? Alors nous, on était parti d'un modèle qui essayait de simuler l'imagination, c'est-à-dire la recombinaison d'éléments de mémoire avec une machine. Tout ça pour engendrer, alors dans un contexte très particulier, qui était un trio rythmique en jazz, générer la ligne de basse. Donc là, c'est un peu de la créativité. Alors après, bien sûr, on peut dire ce que fait une machine comme ChatGPT, c'est de la créativité. Mais ce n'est pas vraiment de la créativité. ChatGPT, c'est un perroquet. C'est-à-dire qu'il a un modèle de langue qui essaye d'extraire de centaines de milliers d'ouvrages l'essence de la langue, et puis il est dans un contexte, et puis il met le mot le plus probable. Et en enchaînant des mots, ça donne quelque chose de plausible. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que ça nous montre que nous-mêmes, on doit, dans nos capacités de langage, avoir cette faculté à s'imprégner de la langue quand on apprend une langue étrangère, quand on parle. Mais bien sûr, on a aussi bien sûr un aspect rationnel qui fait que, tandis que là, pour l'instant, ChatGPT l'a pas du tout. Mais indépendamment de ça, donc on a une impression de créativité. De même, les tableaux qu'on a présentés là, ça a une impression de créativité, mais ils ne le sont pas vraiment, parce qu'en réalité, c'est un faux Rembrandt. Mais en revanche, il y a eu pas mal de travaux sur la créativité. Donc, vous voyez, en musique, c'était un peu de la créativité. Et en peinture, il y a eu des choses qui ont été faites sur la créativité. Donc, ouais, ou AlphaGo, ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Tout à fait, exactement. Et en découverte scientifique, on a fait, par exemple, il y a un système qui s'appelait Graphity, qui essayait de générer des conjectures en théorie des graphes, qui donc était quand même assez créatif. Donc il y a quand même des aspects créatifs qu'on peut essayer de simuler avec une machine. Et alors, vous savez, peut-être que il y a une expression qui est souvent citée par les mathématiciens, c'est le AA. Alors le AA, c'est tout d'un coup on découvre quelque chose,
en mathématiques, on se dit, ah bah ouais, c'est comme ça. Et tout d'un coup, hop, on a une espèce de révélation. Alors, quelquefois, effectivement, les machines, elles nous donnent quelque chose. Ah ouais, c'est vrai. Bon, on vous remercie encore. Merci pour les quelques questions. Alors, on vous applaudit encore d'ailleurs, parce que c'était... C'était une très belle présentation. Merci encore Jean-Gabriel. Laura, si tu veux bien revenir sur l'estrade, on va clôturer cette première session de la Nuit de l'intelligence artificielle. Il y en aura une nouvelle le 28 mars, dans ces mêmes lieux, qui aura lieu ici même, encore une fois. Donc, avant que je te laisse clôturer, je voulais donner quelques merci, parce que c'est comme d'habitude, on ne se fait pas ça tout seul. Je voulais remercier la Brasserie du Digital, donc Laura, Marie, et puis Léo aussi pour toute l'organisation, toutes les petites mains. Et puis, je remercie bien évidemment mon université, l'IUT, pour leur aide, pour la communication sur cet événement, et pour, bien sûr, nous aider pour le cocktail qui est juste derrière vous, juste après. Bon, Laura, si tu veux rajouter quelque chose. Non, moi je voulais juste rajouter que vous l'avez constaté, je vois plein de nouvelles têtes ce soir ici et il se passe plein de choses à la brasserie. On organise énormément de conférences, d'ateliers d'animation. Surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à notre programme d'animation pour recevoir toutes nos newsletters. Voilà, on sera un plaisir de vous accueillir prochainement. Voilà, j'en dirai pas plus. Bon appétit et bonne dégustation. Merci encore à tous d'être venus. Merci.